Nous sommes dans une trocha, un chemin de contrebande qui permet de passer illégalement la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Émilie et ses frères et sœurs l'empruntent quotidiennement. Allez, on y va. On passe par la trocha, c'est le seul moyen que l'on a de passer du Venezuela à la Colombie pour aller étudier. Au Venezuela, c'est difficile de trouver du travail et la nourriture est très chère. Tout est cher à cause de la situation économique. On n'a pas de quoi faire vivre la famille, donc on n'a pas le choix, on doit venir ici. Un quart des migrants qui passent par ces trochas sont des mineurs, souvent non accompagnés. Comme Émilie, la plupart n'ont pas de papier et ne peuvent pas traverser le pont Simon Bolivar, point de passage officiel entre le Venezuela et la Colombie. Émilie doit s'assurer que le chemin est sûr. Il y a beaucoup de dangers que les gens préfèrent taire. Je ne peux pas vous dire lesquels. Parce que si je parle, je risque de mettre en danger ma famille et mes amis. J'essaie de ne pas y penser et puis... Bon, faut bouger. La jeune vénézuélienne de 17 ans a repéré un groupe armé sur l'autre rive. Oh mon Dieu! Cette zone est contrôlée par un gang, le Tren de Aragua, la plus puissante mafia de la région. Oh mon Dieu! Que se passe-t-il? On ne peut pas filmer d'ici. On nous a dit d'arrêter de filmer et de partir. Et qui sont ces hommes? Ce sont des gens dangereux. Allons-y les enfants. Le Tren de Aragua est né dans les prisons vénézuéliennes et s'est imposé par sa violence. Il a depuis étendu son influence sur la Colombie et jusqu'au Chili. Kidnapping, prostitution, trafic de drogue, ce gang terrorise la région depuis 3 ans. Il rackette systématiquement les migrants et taxe toutes les marchandises qui transitent sur son territoire. Une seule de ces trochas peut rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour. Et le Tren de Aragua en contrôle une centaine. Émilie n'a pas le choix, elle doit passer par leur territoire. En 10 ans, plus de 6 millions de Vénézuéliens ont pris le chemin de l'exil pour échapper à l'insécurité et aux pénuries. La Colombie est le principal pays d'accueil. La ville frontalière de Villa Rosario est la première étape sur la route des migrants. Émilie et ses frères et sœurs ont réussi à échapper au gang et ont trouvé un autre chemin pour rejoindre l'église de la frontière, une institution qui accueille chaque matin 90 enfants vénézuéliens. Ça y est, je suis là. Émilie est bénévole dans le centre. Elle encadre les plus jeunes depuis 1 an. Là, c'est Ruth Bellis et elle a 5 ans. Là, c'est Will Ladies. Elle a également 6 ans. Et Javinar, elle a 5 ans. Pour venir étudier ici, ces enfants ont emprunté les chemins clandestins. Aucun adulte ne les a accompagnés. On va écrire un I. Tu dessines un bâtonnet avec un petit point dessus. Et le 2, tu le dessines comme ça. En plus des cours, chaque enfant reçoit ici 2 repas par jour. Pour les parents restés au Venezuela, c'est souvent l'unique option pour nourrir leurs enfants. Face à cet afflux, le pasteur Mauricio Miranda a décidé il y a 6 ans de transformer son église en centre d'accueil pour mineurs. Comment vous allez? Vous apprenez bien?
Quelle est cette lettre? La lettre I, c'est bien. Il y a des enfants de 9-10 ans qui ne savent ni lire ni écrire, car ils ne sont jamais allés à l'école. Alors les parents cherchent un système qui leur offre une éducation, de l'amour et de la nourriture. Ils ne vivent pas une vie d'enfant. Mais pendant qu'ils sont dans notre centre, ils peuvent redevenir des enfants, retrouver leur vraie nature. Mais le pasteur ne peut s'occuper des dizaines de mineurs livrés à eux-mêmes dans Villa Rosario. Il y a beaucoup d'enfants entre 13 et 16 ans qui sont venus seuls de plusieurs villes du Venezuela. Alors maintenant, ils se retrouvent sans papa ni maman, et donc leur seule famille, ce sont d'autres enfants du même âge. Dans ce quartier de la Parada, tenu par les gangs, les enfants sont une proie facile. Sur ces chemins, ils disparaissent régulièrement. Mauricio Miranda est l'un des rares à pouvoir s'y rendre sans crainte. Dans ce quartier, il y a des groupes qui font du trafic d'êtres humains et chaque enfant est une cible potentielle s'ils en ont besoin. Donc ces enfants peuvent disparaître, être vendus, être adoptés de force contre de l'argent. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Je ne sais pas vraiment où ils finissent. Je n'ose même pas y penser. Mais l'imagination de ceux qui contrôlent ce trafic est sans limite quand il s'agit de faire de l'argent. Et que risque une personne qui dénoncerait ce trafic? On le kidnappe, on le passe à tabac, et même pire, la mort bien sûr. Ça dépend de ce que vous avez dénoncé. Depuis 2015, le gouvernement colombien estime que 25 000 mineurs vénézuéliens non accompagnés auraient franchi la frontière entre les deux pays. La Colombie partage 2000 km de frontière avec le Venezuela. La contrôler est illusoire. La police fait de rares incursions dans les trochas de Cúcuta. Ce matin, une cinquantaine de policiers investissent un chemin de contrebande. Allez les gars, on contrôle le terrain. Une opération de communication qui chasse les gangs le temps d'une patrouille, mais qui n'interrompt pas l'immigration clandestine. Nous sommes sur un chemin illégal, ce que l'on appelle une trocha, sur la frontière avec notre voisin, le Venezuela. Cette trocha s'appelle le chemin des mangues en Colombie. Chez nos voisins, elle porte un autre nom. Nous avons une patrouille de police qui accompagne une équipe des services de l'immigration qui vont contrôler les allées et venues sur notre territoire. Ce dimanche, de nombreuses familles se rendent illégalement en Colombie pour y acheter de la nourriture et des médicaments. Venez madame, donnez-moi la main. Voilà, c'est bien. La police n'a pas pour mission de les arrêter, mais de vérifier que des mineurs non accompagnés ne se soient glissés dans le groupe. Cette famille arrive du Venezuela et n'a pas de documents pour ses enfants. Je n'ai pas leur pièce d'identité. Ce sont des mineurs, vous devez les avoir. Vous savez que quand vous êtes avec des enfants, vous devez passer par le pont. Bon, c'est bon pour cette fois. Un simple rappel à l'ordre
et les enfants passent sans aucune vérification. Allez, viens, c'est par ici. C'est ainsi que les mineurs non accompagnés réussissent à franchir la frontière. Dénoncer ces trafics, c'est risquer sa vie. Christian Herrera, journaliste d'investigation au journal L'Opinion, le sait parfaitement. Il enquête depuis 15 ans sur les liens troubles entre mafia et autorités locales. Il est protégé 24 heures sur 24. J'ai reçu de nombreuses menaces de mort. On m'a même donné 24 heures pour quitter la ville. Et donc, face à cette situation, l'État m'a placé dans un programme de protection des journalistes. On met à votre disposition une voiture blindée, comme celle-ci, et des gardes du corps. Ce matin, direction la frontière avec le Venezuela. C'est un endroit où il y a eu des disparitions et des assassinats. Le quartier de l'Escobal est à 20 minutes du centre-ville de Cúcuta. Christian enquête sur les groupes qui contrôlent les trafics frontaliers. Chaque jour, près de 15 000 personnes traversent ce pont. Plus du double passent illégalement la frontière par les trochas. Sur ce pont, on ne peut pas faire du commerce. Pourquoi? C'est illégal. Et les gens utilisent les trochas. Oui, c'est le seul moyen de passer des marchandises. Et combien coûte le passage? Je ne sais pas. Nous, on passe par le pont parce que c'est plus sûr. Le droit de passage prélevé par les gangs serait en fait de 1 à 20 euros par colis. Je peux vous dire que pour chacun de ces petits passages, un groupe armé illégal empoche 30 000 $ par jour. Et donc c'est très dangereux pour les mineurs, qui n'ont pas le choix et doivent traverser cette frontière, car ces groupes peuvent les recruter, les violer ou les faire disparaître. Tout le monde sait ce qu'il se passe dans les trochas. Tout le monde sait qui les dirige et quel trafic s'y déroule. Mais personne ne veut lutter contre ça. Ni le gouvernement, ni la police. Tout le monde esquive. Ils vont jusqu'à un certain point et ils s'arrêtent, car s'ils franchissent cette limite, ils vont devoir se battre. Il y a même des groupes qui donnent de l'argent à la police pour qu'ils les laissent travailler en paix. Travailler, entre guillemets, trafiquer à la frontière. L'un des trafics les plus lucratifs est la prostitution. Parmi les migrants, ce sont les jeunes filles qui sont les plus vulnérables. C'est dans ces rues qu'elles sont repérées. Michelle a 16 ans. Elle est arrivée il y a 2 ans du Venezuela et doit se prostituer pour vivre et nourrir son enfant. Voici mon bébé, et c'est là que je vis. Michelle loue cette pièce 2 euros par jour, l'équivalent de 2 passes. Ça, c'est tout ce que j'ai. Et là, c'est le matelas pour tous les deux. 50 femmes et enfants, tous originaires du Venezuela, logent ici, dans une situation précaire. Michelle rend visite à une nouvelle arrivante. Bonjour Diana, comment vas-tu? Bien. Et ton bébé? Comme ci, comme ça. Diana a 14 ans. Elle a traversé la frontière il y a 2 semaines avec son bébé et n'a plus un sou en poche. Tu sais, aujourd'hui, je vais devoir travailler pour payer le loyer. Moi, je dois 4 jours. La propriétaire me le réclame aussi. Elle est venue me voir et m'a dit que si je ne réglais pas aujourd'hui, je devrais partir. Si Diana ne trouve pas de solution, dès demain, elle et son bébé seront à la rue, sans aucune protection. Un sort trop souvent partagé par ces adolescentes qui n'ont plus qu'une solution pour survivre. Il y a des filles qui ont entre 11 et 13 ans et qui se prostituent aussi. Et ici, il y a plein de gens méchants qui sont capables de tout. Souvent, quand je suis dans la rue la nuit, ils viennent m'emmerder.
Il t'est arrivé des choses difficiles? Oui. Un jour, je bossais et des mecs m'ont embarqué dans un endroit inconnu. Ils m'ont emmené, m'ont tabassé et puis m'ont abandonné sur place. La majorité des filles finissent sous l'emprise des réseaux de prostitution. À Cúcuta, la capitale régionale, Alejandra Vera, avocate et activiste, vient en aide à ces adolescentes. Dans ce refuge gardé secret, elle a recueilli 5 jeunes filles qui ont échappé à leurs souteneurs. Bonjour mesdemoiselles, comment allez-vous? Par peur des représailles, elles resteront anonymes. Pour les aider à se reconstruire, Alejandra les écoute et les conseille afin qu'elles réalisent que leur rêve d'une vie meilleure n'était qu'une illusion. Vous vous imaginez, oh la Colombie, il y a de la nourriture, du travail. C'est ce qu'on vous avait dit et quand vous êtes arrivés ici, vous vous êtes rendu compte que c'est un mensonge. Un mensonge auquel elles ont cru jusqu'à la frontière. C'était horrible. Quand je suis passée par la trocha, j'ai dû tout donner. Ils m'ont dit qu'ils me tueraient et j'ai eu très peur. Ensuite, j'ai suivi une personne qui m'a emmenée jusqu'à Pamplona. Et là, on m'a droguée, on m'a manipulée, on m'a prostituée. Et je suis restée là-bas pendant 2 semaines. Ce sont des gens qui apparaissent et qui te disent « Je peux t'emmener chez moi, je vais m'occuper de toi, il y a d'autres femmes qui vont te protéger. » Rendez-vous compte, il y a 200 adolescentes qui passent cette frontière chaque jour et 80% d'entre elles disparaissent. C'est un sujet tabou, personne n'ose en parler. Les jeunes qui échappent au piège de la frontière choisissent souvent de rejoindre Bogota, à 600 km de là. La route 55 est le moyen le plus rapide pour atteindre la capitale colombienne. Mais c'est également la plus dangereuse. Elle traverse un territoire contrôlé par l'ELN, une guérilla marxiste qui recrute de force des enfants soldats. C'est l'itinéraire qu'ont choisi d'emprunter Miguel, Kaider, Jordan et Ander. Le plus jeune a 15 ans, le plus âgé 17. On arrive bientôt. J'ai envie de me laver et de me changer. Ça fait 1 semaine que l'on marche. On a laissé notre famille au pays pour avoir un avenir meilleur. Quand on est fatigué, on se repose et puis on repart jusqu'où nos pieds nous porteront. Ses amis d'enfance, originaires de Caracas, ne se séparent jamais et se refusent à faire de l'autostop. C'est une règle d'or. Malgré toutes ces précautions, impossible d'échapper aux dangers de la route. On n'a plus rien, on n'a pas de vêtements, on s'est tout fait voler. Même nos chaussures, nos vêtements, le peu de nourriture qu'on avait, les papiers et l'argent qu'on gardait pour prendre le bus. On n'imaginait pas que ce serait aussi difficile, parce que c'est la première fois qu'on voyage. Même si on nous avait dit que c'était dangereux et qu'il fallait faire attention. Les voleurs nous ont pris les uns après les autres. Et si on n'avait rien donné, ils nous menaçaient de nous découper à la machette, de nous tuer à coups de couteau. Et si tu voyages avec une femme, c'est pire. Ils les attrapent, les violent, ils les tuent. Sur la route, il y a des gens qui nous voient et qui nous proposent de nous amener. Mais ça, pas question. Parce qu'en fait, ils t'embarquent, ils t'emmènent quelque part et on ne te revoit plus jamais. La prochaine étape où ils pourront trouver un refuge est à 10 heures de marche. Pamplona est perché à 2500 mètres d'altitude. Ils ont appris qu'un gîte offre l'hospitalité aux migrants.
Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Dites-moi, vous avez fait toute la route? Allez, rentrez. Marta Duque a transformé sa maison en refuge pour migrants il y a 6 ans. Asseyez-vous. Je vous trouve bien jeune. Pourquoi voyagez-vous seul? Parce que chez nous, tout est difficile. On a souvent faim. On a décidé de venir ici pour trouver un travail et envoyer de l'argent à nos mamans. Pour qu'elles s'en sortent, parce qu'elles n'ont pas de travail. Et que pensent vos familles du fait que des enfants aussi jeunes que vous voyagent seuls? Plein de choses peuvent vous arriver. Beaucoup ne sont jamais revenus. Rien. On leur a dit, c'est pour trouver du travail. 4 jours plus tard, on était sur la route. Marta héberge et nourrit jusqu'à 30 personnes par jour. Tout est financé par elle ou par des dons. Là, c'est notre cuisine. Vous aurez à manger et là, c'est le dortoir. Bonjour à tous, je vous amène 4 jeunes mineurs. On va leur faire une place pour la nuit. Kaider, Miguel, Jordan et Ander dormiront au chaud et en sécurité cette nuit. Marta, quant à elle, prend soin de consigner chaque nom et chaque histoire de migrant qu'elle héberge. Un registre qui permet également de comptabiliser les disparitions. De tous les jeunes qui sont passés par ce refuge, il y en a 40 à 50 qui ont été officiellement déclarés disparus. Et ça, ce ne sont que les cas connus. La police ne s'intéresse pas vraiment à la protection des jeunes migrants parce qu'ils ne font pas ce genre de travail et ils n'ont pas d'unité spécialisée pour faire des contrôles sur ces routes. C'est juste quand on leur rapporte une disparition qu'ils agissent, mais sinon, ils ne les protègent pas. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. 6 heures du matin, il fait 5 degrés dans le gîte. Marta prodigue ses derniers conseils autour d'un café. Faites très attention, car Bogota est une ville dangereuse. Vous pouvez être victime de plein d'embrouilles et vous mettre dans de sales histoires. Pour rejoindre Bogota, Ander, Miguel, Kaider et Jordan devront encore marcher 12 jours. Ciao, allez, ciao les enfants. Faites attention et prenez soin de vous. Merci. Les 4 jeunes vont affronter la cordillère des Andes, une chaîne montagneuse aux températures glaciales, vêtue de simples t-shirts et de sandales. Depuis le début de l'année, selon l'UNICEF, 500 jeunes Vénézuéliens ont emprunté la route 55. Parfois, leurs traces se perdent dans ces montagnes.